Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette matinée à laquelle vous avez répondu présent en nombre, merci, autour de GeoBAPA. Donc, dans cette première partie, rappel des épisodes précédents, un contexte réglementaire avec ce décret qui devrait arriver dans les heures à venir. On passe du déchet à la matière. Nous avons également entendu l'engagement stratégique et politique de l'élu de la région Île-de-France qui était avec nous. Et puis, nous vous avons présenté GeoBAPA et ses référentiels qui sont désormais sur la table. Et donc, pour cette deuxième partie, travaux pratiques, nous allons maintenant voir comment vous allez vous approprier ces éléments dans vos projets respectifs, comment appliquer ces référentiels, des études de cas, des points forts, des points faibles, les verrous et les clés. C'est tout ce que nous verrons et nous conclurons nos travaux avec le président de Sol Tracing et puis également le préfet qui viendra clôturer ces travaux avec son regard bienveillant, je vous le dis tout de suite, sur cette dynamique entre la Normandie et l'Île-de-France. Alors, bienvenue à nos intervenants pour cette session qui va nous emmener jusqu'à 12 heures. Nous avons sur le plateau Audrey Gaudia, du département Stratégie, Innovation, Valorisation des déblais à la Société du Grand Paris. À ses côtés, Julien Toutain, enfin pas tout à ses côtés, hein. Nous respectons les distances sur ce plateau. Responsable domaine sites pollués, industrie et déchets au cabinet SCE Aménagement et Environnement. Bienvenue à vous. Et en liaison, Samuel Coussy. Vous nous faites un petit coucou, Samuel, comme ça on vous repère. Très bien, chef de projet SSP au BRGM. Nous avons également Patrick Vaillant, chef de groupe à la direction territoriale Centre-Est au CEREMA. C'est lui l'homme qui va nous présenter les documents dont on parlait tout à l'heure. Et devrait nous rejoindre Thibaut Tiercelet, directeur général de Caen Presqu'île, et il fera partie des retours d'expérience. Samuel Coussy, vous avez donc mis en place un guide générique qui prescrit les bonnes pratiques pour valoriser les terres excavées, que ce soit sécuritaire, d'un point de vue également environnemental, d'un point de vue sanitaire. Vous nous rappelez la méthodologie ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y avait quelques supports en fait, qui étaient associés. Ça arrive, voilà. Ça arrive. Merci. Voilà. Allez-y. Inscrit pleinement dans les guides de valorisation des terres excavées, alors issus ou non de cités sols pollués, en projet d'aménagement, qui ont été mis en place en 2020, mais qui sont le fruit finalement d'un groupe de travail qui a duré quand même plusieurs années. Alors, dans le contexte du guide de valorisation des terres excavées qui proviennent de cités sols potentiellement pollués en projet d'aménagement, le projet GeoBAPA s'inscrit finalement dans une démarche qu'on appelle de niveau 2. Une démarche de niveau 2. Alors, pardon, si je pouvais avoir la slide. Ouais. Vous étiez sur la bonne slide, là, c'était parfait. Voilà, merci. Donc, qui est une démarche de niveau 2, qui est une approche locale, qui a l'avantage de pouvoir éviter la caractérisation du site receveur. Donc, si on regarde un petit peu le petit schéma qui vous est présenté ici, on a le niveau 1, qui est une approche, on va dire, nationale, qui propose des valeurs seuils libératoires, mais à une échelle nationale. Donc, ils sont quand même, voilà, assez, qui peuvent paraître assez contraignantes, on va dire. Et ensuite, on a cette démarche qui est plutôt régionale, ou locale urbaine, qui est l'approche de niveau 2, où là, pour vérifier la condition de maintien de la qualité des sols, on va comparer finalement nos terres d'apport au fonds pédogéochimique local ou régional. Et donc maintenant, avec GeoBAPA, on a le fonds pédogéochimique des régions Île-de-France et Normandie. Donc c'est un vrai avantage par rapport à ça. Je vais détailler un petit peu les autres conditions par la suite. Voilà. Et donc, le dernier niveau, c'est vraiment une approche spécifique au site où on va caractériser finalement le site receveur. Donc, ça va demander des investigations supplémentaires. Donc, finalement, l'avantage du niveau 2, c'est d'éviter cette caractérisation du site receveur. Alors, si on peut passer à la diapo d'après, voilà, je vais représenter rapidement
les différentes conditions qui sont inscrites dans ce guide de valorisation. Donc la première condition, c'est le maintien de la qualité des sols, dont on a abondamment discuté au cours de cette matinée. Et pour le vérifier, finalement, on va comparer les valeurs, enfin les teneurs en ETM, notamment en éléments traces métalliques, dans les terres excavées, dans les terres d'apport, aux valeurs de fond pédogéochimiques locales ou régionales. Donc pour des éléments traces métalliques et les composés organiques persistants. Voilà. Et pour les autres substances, donc on a des valeurs seuils qui sont fixées, ou sinon une étude spécifique est nécessaire. Au niveau 3, si on dépasse ces valeurs. Ensuite, on a quand même une condition de préservation de la ressource en eau, qui est la condition B. Et pour la vérifier, alors dans certains cas, on va comparer finalement des valeurs seuils, les teneurs qu'on va avoir sur LUA dans nos apports, aux critères d'acceptabilité définis dans l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2014. Donc, qui sont des valeurs vraiment sur LUA. En fait. Mais voilà, je le répète, c'est vraiment dans certains cas uniquement. Et en cas de dépassement de ces valeurs, on peut toujours faire une étude spécifique à l'aide d'un outil en fait qu'on appelle Hydrotex pour chaque substance concernée par ce déficit. Et ensuite, donc, on a une condition de compatibilité sanitaire en fonction des usages, avec des valeurs seuils qui sont proposées dans le guide sur des composés organiques pour les différents usages envisagés. Donc on voit que finalement, les valeurs de fond pédogéochimiques régionales sont au cœur de cette démarche de niveau 2 du guide de valorisation des terres excavées. Alors ça fait partie effectivement du guide terres excavées issus de sites sols potentiellement pollués, mais aussi du guide de valorisation des terres excavées pour le cas des terres qui ne proviennent pas de sites sols pollués. Et dans ce cas-là, finalement, la démarche est un petit peu simplifiée, on va dire, puisque si on regarde le schéma là qui vous est présenté, on voit que finalement, seule la comparaison aux valeurs de fond pédogéochimiques locales ou régionales est requise au niveau 2 dans ce cas-là, sachant que on n'a plus à vérifier cette condition C qui est les conditions sanitaires, vu qu'on est sur des terres qui ne proviennent pas de sites sols potentiellement pollués. Donc voilà, finalement, je voulais rappeler un peu rapidement le contexte dans lequel s'inscrit finalement ce projet GeoBAPA et voilà, pour passer vraiment à la partie application derrière. Voilà. Alors, sur une utilisation dans une démarche de niveau 2, donc on va voir des applications des référentiels de GeoBAPA dans quelques instants. J'aimerais qu'on prenne un exemple. J'ai par exemple une valeur d'arsenic de 30, j'ai pas le droit de valoriser les terres. C'est bien ça. En revanche... Voilà, vous n'avez pas le droit de les valoriser selon la démarche de niveau 1, effectivement. D'accord, mais en zone urbaine... qui est calé à 25, effectivement. D'accord, mais en zone urbaine, c'est possible. Alors attention, c'est possible uniquement si le fond pédogéochimique local montre des valeurs effectivement supérieures à 30 dans des zones données, en fait. Alors, l'exemple de l'arsenic, c'est peu le cas en région Île-de-France, parce que le bassin parisien, finalement, il n'y a pas des dépassements importants sur l'arsenic, en fait. Il peut y en avoir dans certains cas, mais c'est pas des dépassements très importants. En fait, Alors, par contre, effectivement, le principe est bien celui-là, effectivement. Alors, il faut qu'on soit aussi un peu vendeur là au cours de notre rencontre. Donnez-moi 2-3 preuves qui peuvent dire à ceux qui sont avec nous que la publication des fonds GeoBAPA va me permettre d'augmenter le taux de valorisation des terres excavées avec en plus une meilleure analyse des compatibilités. Donnez-moi des preuves. Alors, je pense que Bérénice vous en a présenté tout à l'heure quelques-unes sur des données chiffrées en fait d'augmentation de taux de valorisation. Alors, qui sont certes modestes, on va dire, mais qui permettent d'avancer un peu sur la voie de la valorisation des terres excavées. Alors, en preuve, en fait, je ne sais pas ce que vous entendez par preuve, mais en tout cas, les valeurs de fonds qui ont été produites dans le projet GeoBAPA sont des valeurs qui ont été qui ont été définies sur la base d'un échantillonnage rigoureux, complété avec des données
qui nous ont été fournis par des fournisseurs de données, avec des travaux géostatistiques, géostatistiques importants, on va dire. Hein. Et donc, ce sont des valeurs en fait qui sont, on va dire, fiables en fait, vraiment basées sur des données. On avait un projet scientifique de qualité, si vous voulez, par rapport à ça en fait, quoi. Donc, déjà en soi, c'est une preuve que voilà, on est sur quelque chose qui permet d'avoir une compréhension vraiment fine en fait du fond géochimique en région Île-de-France et Normandie. Alors, très bien. Juste après cette table ronde et ces retours d'expérience, on vous enverra la plaquette GeoBAPA, à vous tous qui êtes connectés avec nous. Alors maintenant, 3 retours d'expérience, 3 exemples. Île-de-France avec notamment un focus sur Saint-Denis, Rouen et Caen-Presqu'île. Audrey Gaudia, donc je rappelle que travaille au département stratégie et innovation de la Société du Grand Paris. Alors, le projet du Grand Paris Express, hein, c'est ce dont on va parler. Entendez bien les chiffres. C'est 45 millions de déblais sur l'ensemble du Grand Paris, 68 gares, 200 km de lignes. Et vous avez un objectif. Vous vous rappelez l'objectif global qu'avait donné Mme de Kerangal tout à l'heure? Vous, votre objectif global de Valo? On est à 70%, sur l'objectif global sur l'ensemble du chantier du Grand Paris Express. Alors, le cas d'étude que vous allez nous présenter concerne la gare Saint-Denis avec un volume de déblais très important. Quelle volumétrie? Alors, on parle de 350 000 m3 de déblais excavés. Le chantier a déjà commencé. Donc là, en mars 2021, on est à une excavation de 273 000 m3. Donc là, ce cas d'étude a été choisi parce que la gare de Saint-Denis-Pleyel, c'est la plus grande du Grand Paris Express. Mais avant de se concentrer sur cette gare, un petit focus sur le projet du Grand Paris Express et son ampleur. Sur la carte que vous voyez sur la gauche, on a l'ensemble des lignes qui seront construites sur le Grand Paris. Et en bleu un petit peu plus foncé, vous avez tous les ouvrages qui sont en cours de construction et également l'ensemble des tunneliers qui creusent actuellement les futurs tunnels des lignes, qui sont au nombre de 22 aujourd'hui. Donc le Grand Paris Express, c'est 68 gares, 7 centres d'exploitation, comme vous le disiez, sur un linéaire de 200 km de ligne. Le volume total de déblais qui sera excavé sera donc, comme vous le disiez, 45 millions de tonnes de déblais. Donc, si un petit exemple, 45 millions de tonnes de déblais, c'est, si vous voulez, rehausser Paris de 20 cm. Vous aurez besoin de 45 millions de tonnes de déblais. Je reprends les explications de Samuel Coucy. Vous avez utilisé le référentiel sur les mailles de niveau 2. C'est ça? C'est ça. Sur cette gare, on le verra par la suite, on a, suivant les études qui ont été réalisées, elles ont mis en avant des pollutions qui ont pu contaminer les sols. Et si on souhaite revaloriser les déblais de cette gare, on peut s'appuyer sur le guide de valorisation hors site des terres excavées issus de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d'aménagement. D'accord. Donc là, sur ce schéma, ce que vous voyez, c'est le plan de terrassement de la gare. Donc une gare qui va faire un peu plus de 9000 m², qui aura une profondeur de quai à 28 mètres. Et les petits carrés rouges qui sont représentent donc une maille. À savoir que sur la gare, on en compte plus de 1400. Et chaque couleur représente une qualité chimique du terrain qui a été identifiée. Donc, au cours des creusements, on traversera cette lithologie. Et comme je le disais, les études historiques et l'ensemble des diagnostics environnementaux qui ont été réalisés sur ce site ont montré des sources potentielles de pollution qui ont pu contaminer les sols. Donc là, l'objectif GeoBAPA et l'objectif de l'utilisation de ces nouveaux seuils, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait réutiliser les mailles sur des projets d'aménagement qui ont pu être identifiés et identifier vraiment les zones potentielles de réutilisation. C'est de l'économie circulaire. Donc 48 mailles ont été étudiées, là, précisément. Oui, donc ça, ce sera un exemple que je ferai par la suite pour vraiment zoomer sur une zone de la gare. Donc là, à savoir que sur chaque ouvrage du Grand Paris Express, on réalise des analyses systématiques. Et ces analyses sont à la fois faites sur Brut et également sur ELUA.
Donc le graphique qui est présenté ici représente uniquement la gare de Saint-Denis-Pleyel. On peut noter que la majorité des déblais seront de type inerte. Il y a une question d'un participant d'ailleurs. Est-ce que les terres de la gare ont été réutilisées avec tous les seuils GeoBAPA ? Alors, les seuils GeoBAPA n'ont pas été encore appliqués sur la gare. D'accord. En sachant que, comme je vous le disais, les travaux ont déjà commencé, une majorité a déjà été évacuée ou envoyée en projet de valorisation. Et les seuils n'ont pas encore pu être utilisés sur cette gare. Les seuils GeoBAPA sont vraiment une opportunité de réutilisation pour des projets qui auront lieu sur les futurs ouvrages. La gare de Saint-Denis-Pleyel, c'était vraiment le bon exemple, parce que c'est vraiment la plus grande gare qui sera la plus interconnectée, qui sera la plus fréquentée. On peut même la comparer à la gare de Châtelet à Paris actuellement. Donc ce sera vraiment une grosse gare. C'est du lourd. Alors, j'aime bien répondre au fur et à mesure aux questions, parce qu'il faut qu'on soit pédago avec celles et ceux qui sont avec nous. Donc Paul nous demande, c'est peut-être une question pour Samuel Coucy ou vous, dès lors qu'on respecte les seuils définis par les référentiels, pas besoin de caractérisation avant de les réutiliser? C'est une question. Alors la caractérisation, elle est faite sur le site, et si on respecte les seuils qui sont par exemple sur l'approche de niveau 1, la caractérisation du site receveur ne sera pas nécessaire. D'accord. OK. Alors, on revient en 2-3 minutes sur votre, sujet. Si je poursuis, la répartition des déblais sur la gare, et en rouge sont notées les analyses complémentaires qui sont nécessaires dans le cadre d'une réutilisation, les données dont Bérénice Ranck abordait tout à l'heure. Et Super GeoBAPA arrive. Donc on a choisi arbitrairement certaines mailles de la gare. On n'a bien sûr pas pu toutes les étudier. Donc là, vous avez représenté sur le tableau la première ligne verte. Ce sont les seuils de l'approche de niveau 1, donc l'approche nationale du guide. Et en dessous se trouvent les seuils de l'approche de niveau 2, donc GeoBAPA, qui était présenté tout à l'heure. En dessous, vous avez 3 types de mailles qui ont été étudiées, donc les mailles ISDI, les mailles ISDI+, et les mailles ISD-ND. Et sur la droite, la compatibilité de réutilisation selon ces nouveaux seuils GeoBAPA. Donc si on prend par exemple la maille A1 qu'on retrouve dans les mailles ISDI, on se rend compte que le taux, la concentration en mercure, qui est à 0,12, est plus élevé que l'approche de niveau 1, et les concentrations également en C10-C40, substances organiques, dépassent également ces seuils. Mais on voit bien que ces nouveaux seuils GeoBAPA font que cette maille rentre dans le nouveau scope. C'est de la décision efficace. Que la réutilisation de cette maille sera potentiellement possible sur certaines zones donc naturelles ou remblayées qui ont été identifiées. Et au vu de la concentration en hydrocarbures, on aura quand même quelques restrictions d'usage. Il nous reste 1 minute pour que vous nous expliquiez du coup les bonnes décisions que vous prenez grâce à cet outil. Alors là, c'était juste pour illustrer un petit peu ce tableau, on a vraiment représenté donc le petit point noir, c'est la gare de Saint-Denis-Pleyel, et tout autour les sites receveurs qui pourraient potentiellement accueillir ces nouvelles mailles qui ont été caractérisées selon les seuils GeoBAPA. Donc là, c'est sur un rayon de 10 km, et si vous passez à la diapositive suivante, on a sur un rayon de 30 km. C'est ça. Et enfin, donc la dernière diapositive, c'est vraiment ce zoom sur la gare. On a choisi d'étudier 48 mailles de cette gare pour vraiment se représenter le potentiel de réutilisation qui pourrait y avoir selon les seuils GeoBAPA. Donc c'est 48 mailles, on a choisi 16 mètres de profondeur, c'est un choix arbitraire, la gare va à plus de 30 mètres de profondeur. Et on se rend compte que sur un volume total de 12 800 mètres cubes de déblais avec des qualités chimiques différentes, on aurait un potentiel de réutilisation de 18% de ces mailles, majoritairement ISDI, donc des mailles inertes, et un petit peu de mailles ISDI+. Les mailles non dangereuses ne pourront pas être réutilisées au vu des seuils, notamment en hydrocarbures, qui sont un peu plus importants, ni les mailles en biocentre, qui du coup réduisent cette opportunité. Donc l'opportunité est là. Après, il reste aussi à l'évaluer sur l'ensemble des mailles. 1400 mailles, c'est un travail assez important pour pouvoir évaluer cette opportunité. Et également essayer de voir si cette approche de niveau 2 pourrait nous permettre d'avoir un volume
assez conséquent pour un futur projet d'aménagement qui aurait été identifié, ou bien si on préférera plutôt partir sur une approche au cas par cas, donc une approche de caractérisation du futur site receveur pour peut-être avoir un potentiel volumique un peu plus important. Merci bien. Julien Toutain, vous nous emmenez à Rouen, sur le port de Rouen, donc un autre cas d'étude avec application des référentiels de GeoBAPA. Vous présentez votre terrain de jeu tout d'abord ? Oui, tout à fait. En effet, SE est intervenu sur le domaine du port de Rouen il y a maintenant quelques temps pour caractériser les sols en vue d'une réhabilitation d'une friche industrielle donc, située sur le domaine du port qui représentait une superficie d'environ 2800 m², au droit duquel notre client souhaitait aménager un espace de bureau générant 5600 m³ de déblais, et donc la nécessité pour lui de connaître la qualité des matériaux pour savoir comment les évacuer, où les évacuer, et quel allait être le coût afférent à cet aménagement. D'accord. Alors, on investigue. Et ensuite, on écrit des scénarios. Exactement. Alors, les investigations. Les investigations, donc on est intervenu, on a fait un diagnostic tout à fait standard avec 14 sondages jusqu'à 3 mètres de profondeur qui ont mis en évidence une géologie hétérogène composée de remblais plutôt propres en surface, des remblais qui présentaient en effet des débris du BTP ensuite, et enfin des limons gris correspondant plutôt à des terrains naturels. Ce diagnostic a mis en évidence du coup une qualité des remblais plutôt dégradée, avec notamment des anomalies en hydrocarbures et en sulfate, qui, on l'a dit tout à l'heure, sont assez fréquents dans le bassin parisien. Donc pas évacuable en filière traditionnelle ? Malheureusement, non, pas tout, par rapport à des problématiques relativement légères, en plus, qui ne généraient pas potentiellement de risques sanitaires. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on doit pointer du doigt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on doit travailler dans le cadre d'une économie circulaire, vertueuse, respectueuse aussi de la santé des hommes et des gens qui vont utiliser les sites. Et qu'en effet, en France, il faut le savoir, on a 2 systèmes aujourd'hui qui appliquent en parallèle. On a d'un côté le risque sanitaire et de l'autre la gestion des déchets. Alors, je fais justement là-dessus un pas de côté rapide parce qu'il y a une question. Quand vous faites vos investigations et vous caractérisez, il y a des impacts économiques, mais qui peuvent aussi contrarier la bonne fin d'un projet. Enfin, vous avez dû annoncer à votre donneur d'ordre des surcoûts là. Exactement, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Ce que nous disions tout à l'heure en backstage justement, c'est que la thématique des sites et sols pollués a une trentaine d'années à peu près en France et s'est construite sur la gestion d'un passif industriel. Ouais. Aujourd'hui, avec les thématiques de ZAN, de réappropriation de l'espace urbain, et aussi, il faut le dire, malgré malheureusement certains incidents qu'on peut toujours voir du côté industriel, mais la gestion du passif industriel est plutôt derrière nous. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une gestion d'un passif urbain qui pose d'autres questions. Sûr. Et en effet, le site et sol pollué dans ce contexte-là ne doit pas être vu comme une mauvaise nouvelle, puisque l'État est à gérer, enfin l'État est connu et est à gérer aujourd'hui, mais plutôt comme une opportunité justement de se poser, de réfléchir sur une autre façon d'appréhender les sols qui, comme le disait aussi Christophe tout à l'heure, est une ressource non renouvelable. D'accord. Alors, vos scénarios maintenant, il y a un scénario sans réutilisation et avec réutilisation. Scénario sans réutilisation, donc une interprétation très classique qu'on peut voir communément en site et sol pollué, qui présentait en effet donc, la possibilité d'une évacuation en ISDI, en filière inerte, donc pour 16% des matériaux, et le reste plutôt contraint par des évacuations en filière que je qualifierais de non conventionnelle, ce qui représentait quand même un coût d'opération d'environ 200 000 €, donc quelque chose de pas anodin pour l'opérateur. Bon, mais c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Exactement, la magie GeoBAPA. Donc si en effet, comme vous le disiez, on utilise... Ça, c'est sur des tableurs Excel, ça oui, c'est quand même pas très glamour, hein, non ? On le rendra plus sexy avec le temps, vous en faites pas. Donc si on regarde en effet aujourd'hui les solutions que propose GeoBAPA, on s'aperçoit que sur les 6 mailles qui ont été caractérisées, 4 d'entre elles peuvent trouver une solution, une alternative à l'évacuation et donc proposer une réutilisation à la fois économiquement viable, mais aussi, et ça je le répète, vertueuse. On est dans la réutilisation, on ne va pas mettre les terres au fond d'un trou et mettre au rebut une ressource non renouvelable, on va la réutiliser.
Donc, comme je disais, 4 mailles peuvent le permettre. Et si vous passez sur la slide... Ouais, parce que Géobapa a réinterrogé votre truc, hein. Ah ben exactement, Ouais. totalement. Et ça change aussi le paradigme qu'on avait ou qu'on pouvait avoir historiquement. Et donc, on s'aperçoit que donc, parmi les 4 mailles, la maille 1, malheureusement, on s'aperçoit que si on regarde la cartographie, il n'y avait pas dans le secteur de zone compatible avec la qualité des matériaux. Donc, elle sera traitée dans une filière plus traditionnelle. Par contre, pour les mailles 3, 5 et 6, on s'aperçoit que Géobapa offre une opportunité de réutilisation et on va voir son impact sur la slide qui suit. Mais en effet, on passe dès lors d'un montant, comme je le disais, d'environ 200 000 euros à un montant de travaux évalué à 134 000 euros, donc un coût, une économie pour l'opérateur, mais aussi, et c'est quelque chose sur lequel je peux appuyer, parce qu'on parle d'économie circulaire, il y a économie, il y a aussi circulaire, plus durable, on s'aperçoit que 72% des matériaux pourraient être réutilisables, c'est-à-dire réutilisés dans le cadre d'un projet qui aurait consommé de la ressource. Donc il y a un double effet, là, Exactement. très, très intéressant. Exactement. Ouais. Alors, en conclusion. En conclusion, bon, les conclusions sont toutes faites parce qu'on les a déjà décrites, mais en effet, la solution offerte par Géobapa montre bien un intérêt du point de vue économique en générant une économie de presque 80 000 euros sur un projet, ce qui représente 33%, mais aussi justement le potentiel de réutilisation et du coup la réutilisation de cette ressource naturelle. Merci beaucoup. Troisième cas. Présenté par Thibaut Tiercelet qui nous emmène sur Caen Presqu'île. Alors il parle là en tant que maître d'ouvrage, bien évidemment. C'est 300 hectares, Thibaut, au bord de l'Orne, pas loin de la mer aussi. Je crois que c'était l'ancien port de Caen, cet endroit-là, c'est ça ? Oui, l'ancien port de Caen, depuis la fondation de la ville de Caen, donc 1025, ça fait 1000 ans, on va fêter bientôt les 1000 ans. Et en effet, Guillaume l'a fondé aussi pour sa proximité avec la mer, mais en même temps une proximité pas trop grande pour se préserver des invasions barbares. Donc, en effet, depuis 1000 ans, un port avec, comme dans tous les ports, un reflux vers l'aval de l'activité depuis à peu près une trentaine d'années, et ce qui dégage des friches industrielles. Alors, il y a encore un peu d'activité, mais des friches industrielles qui sont situées idéalement en plein cœur de ville. Donc, une très belle opportunité. Ouais, un sol anthropique comme jamais, alors par l'homme et ses activités industrielles. Je crois que la guerre est passée par là aussi. Il y a un potentiel de bombes là en dessous impressionnant. Oui, en fait, c'est un site, le sol naturel est situé à peu près à 1,50 m, 2 m par rapport au TN actuel. Et alors, d'une part, il y a un canal qui a été construit précisément pour rendre à nouveau accessible le port qui n'était plus trop par le fleuve, enfin, qui n'était pas de façon aisée au 19e, qui était livré en 1858. Donc, tous les sols excavés, ils ont creusé jusqu'à 8 mètres quand même, hein. Tous les sols excavés ont été mis sur cette presqu'île, qui était le lit majeur du fleuve. Après, il y a eu 44, le bombardement des Alliés, une bonne partie de la ville qui a été détruite, et tous les remblaiements de démolition ont été positionnés, une grande partie des remblaiements ont été positionnés sur ce secteur, donc qui est vraiment en centre-ville, hein. Donc, ce qui fait qu'on a un sol anthropisé, très fort, et puis après toute l'activité industrielle et la pollution des sols très forte. Alors, expliquez-nous par quel bout vous avez pris cette reconquête de friches urbaines et avec l'utilisation, bien évidemment, de Géobapa. Et on voit dérouler c'est pour vous celui-là, les dessins. Vous voulez faire un commentaire ? Je reviens vers vous à Caen tout de suite. Vous voulez faire un commentaire ? Pauvre Tour Eiffel. Alors, je vous en prie, Thibaut Tiercelet. Donc, en l'occurrence, c'est un projet urbain qui a été initié dans les années 2010 avec la volonté justement pour la collectivité, enfin pour les collectivités, de s'interroger sur le devenir de ce territoire de 300 hectares. Et en fait, assez rapidement, en données d'entrée, on s'est rendu compte qu'il y avait donc une problématique liée à la valorisation des sols extrêmement forte. Donc, il y avait deux approches possibles. Il y a la première approche traditionnelle, et je fais l'écho aux interventions précédentes, hein. On dégage tout, on exporte tout dans des carrières, et puis voilà. Coût 12 millions, provisionnellement 12 millions d'euros pour gérer ces sols-là. Seconde solution, on se met plutôt dans une logique de zéro export et de valorisation maximum de ces sols au sein
des différentes opérations. On a 3 opérations sur notre territoire de 300 hectares. Hein. On les valorise sur site et suivant les sous-hypothèses qu'on prend, mais on se retrouve avec un budget qui est de l'ordre de 7 à 8 millions que je ne désespère pas encore d'optimiser. Donc on voit quand même 12 ou 8. On est d'abord dans l'absolu, on est sur des très grosses valeurs, et puis en plus on est sur des réductions significatives. Donc on a initié une démarche avec nos prestataires de valorisation des sols et avec l'accompagnement de l'État dans le cadre du CPIER. Hein. D'ailleurs, on a eu des financements pour réaliser toutes ces études amont. Donc ça fait et le PFN aussi l'établissement public foncier de Normandie qui nous assiste beaucoup en termes de ressources humaines et de finances. Donc pendant à peu près 5 ans, on a investigué tous ces sols pour en avoir une connaissance bien sûr en termes de pollution des sols, mais aussi en termes agropédologiques. L'idée, en fait, c'était de constituer un fonds pédogéochimique anthropisé sur la totalité de ce secteur. Et là, déjà, on a un point un petit peu singulier, c'est que, en réalité, généralement, ces types de démarches s'adressent soit à des petits territoires, à des opérations qui vont faire 20, 30 hectares, soit à des territoires beaucoup plus grands. Vous êtes intermédiaire, vous. En fait, on s'est positionné, et c'est aussi, je pense, l'intérêt méthodologique de tout ça, c'est qu'on s'est positionné dans un entre-deux, où en fait les guides en vigueur n'étaient pas forcément adaptés à ce type de territoire. Donc il a fallu qu'on invente un peu notre méthode. Et donc en fait on a caractérisé les entités géographiques cohérentes de ce territoire. On en a distingué 4. Et à l'intérieur de ces entités géographiques cohérentes, on a déterminé des natures de sol anthropisées. Sol donc industriel, extrêmement remanié, donc on est sur quelque chose d'un peu compliqué en termes de traitement statistique aussi, parce que très grande hétérogénéité des sols. Et donc on a caractérisé par entité géographique des natures de sol, et après, pour ces natures de sol, on a défini donc le fonds pédogéochimique qui nous semblait pertinent vu l'histoire du site. D'accord. Et sur cette base-là, l'idée maintenant, c'est de pouvoir refonctionnaliser, revaloriser au maximum ces sols. Et donc, avec une démarche entre opérations, on a 2 grosses opérations d'aménagement. Donc, on ne réfléchit pas que à l'échelle d'une opération, mais à l'échelle de plusieurs opérations d'aménagement, considérant qu'on a mis en place ce qu'on appelle un projet d'intérêt majeur, un PIM à l'échelle de ce territoire, avec les services de l'État, qui fait que quand on reste dans les 300 hectares, en fait, on n'est pas soumis à la réglementation déchets. En fait, on peut translater les sols d'une opération à l'autre sans être soumis à la réglementation déchets. Et ça, c'est fondamental dans la démarche. Donc, votre spécificité a été de faire une caractérisation par type de sol. 2 questions. La première, parce qu'il y a eu des questions du public là-dessus tout à l'heure, et vous en avez une preuve. Vous avez des objectifs de biodiversité intéressants. Vous pouvez en dire 2 mots ? Oui. Alors en fait, on a des sédiments de dragage du canal. Hein. Régulièrement, le canal est dragué et donc les sédiments historiquement étaient déposés le long. Donc on a 90 000 m3 de sédiments de dragage avec des granulométries en fait assez variables d'ailleurs. Et donc on va récupérer ces 90 000 m3 qui sont pour le coup très peu pollués et on va les refonctionnaliser en réalité parce qu'il nous manque de la terre végétale sur ce site. On a des projets d'aménagement qui ont des fortes ambitions environnementales, en particulier en termes de présence d'une biomasse, hein, c'est ce qu'attendent aujourd'hui les populations, les gens, avoir des quartiers extrêmement verts. Et donc on va retirer les sols anthropisés à certains endroits pour remettre donc des sols qui ont été refonctionnalisés en terre végétale, mais qui aujourd'hui sont des sédiments. Donc on va les composter sur une plateforme, on va créer une plateforme qui sera multifonctionnelle, et une de ces fonctions sera de refonctionnaliser ces sols pour ne pas aller chercher des terres agricoles sur la périphérie de Caen. Bon, ça allait être ma deuxième et dernière question. Ce projet de plateforme de gestion de vos terres, c'est quelque chose d'intéressant également. 30 secondes vraiment de synthèse de votre expérience. 30 secondes. Écoutez, d'abord, alors c'est quand même une démarche de longue haleine en termes de technicité et d'ingénierie. Hein, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille dessus, on n'a pas fini. D'innovation, donc la création d'une plateforme qui devrait s'adresser, ce qui est un petit peu différent, à plusieurs usagers, pas simplement au public, mais aussi à des opérateurs privés. Ouais. Donc
Et c'est aussi l'ambition d'avoir une démarche suffisamment vertueuse et innovante pour qu'elle puisse être dupliquée sur le territoire de l'agglomération de Caen, parce qu'on voit bien qu'en réalité, avec la zéro artificialisation nette des sols, on va devoir de plus en plus aller sur ces secteurs qui sont avec des passifs assez lourds, des bilans économiques très pénalisants pour les collectivités. Donc, véritablement, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser cette expérience pour l'appliquer après sur le territoire de la métropole de façon plus large, avec aussi, bien entendu, le partenariat des services de l'État. Un participant vous demande de préciser la question du périmètre des 300 hectares hors déchets. De 300, en fait, traditionnellement, on considère qu'un sol qui sort du périmètre d'une opération est considéré comme un déchet par le réglementairement. Donc, normalement, c'est une ZAC. Quand vous avez une ZAC, dès que vous sortez un peu de terre d'une ZAC, on considère que c'est un déchet, donc il faut le caractériser, etc. Là, en fait, on va avoir, sur 300 hectares, on va avoir 3 opérations, 3 ZAC, et ça veut dire qu'on peut déplacer les terres d'une ZAC à l'autre sans être soumis à la réglementation déchets. Et donc, ça nous laisse beaucoup plus de latitude dans la gestion des sols, et ça a un impact économique aussi majeur. Merci beaucoup. Avant d'arriver à la synthèse et la conclusion de notre matinée, les 5 minutes à venir avec Patrick Vaillant, qui est chef de groupe à la direction territoriale centre-est de CEREMA. Donc Patrick, le CEREMA a élaboré un guide de valorisation des terres en technique routière. Vous nous dites tout d'abord pourquoi vous n'avez pas retenu le critère de maintien de la qualité des sols. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Très bien. Oui, alors tout simplement, effectivement, en fait, lorsqu'on construit en fait des ouvrages routiers, en fait, on utilise des matériaux de construction qui n'ont pas en fait de fonction de sol, hein, tout simplement. Et donc du coup, en fait, il y a des risques potentiels vis-à-vis de cibles comme l'eau, comme l'air que l'on regarde. Autant on considère qu'en fait, il serait non pertinent d'avoir ce critère de maintien de la qualité des sols, tout simplement parce que en fait, c'est des matériaux qui, par exemple, si on n'utilisait pas ces matériaux alternatifs, on utiliserait des matériaux naturels classiques, on pourrait même utiliser des bétons, on utilise du bitume, et tous ces matériaux-là, historiquement, on n'a jamais regardé s'ils respecteraient ou ils respecteraient pas le fond pédogéochimique. Et si on l'avait fait, en fait, il y a des tas d'ouvrages qu'on n'aurait pas pu réaliser. Si vous voulez, la ligne LGV qui va entre Paris et Lille, on utilise des ballasts. Les ballasts, en termes de composition chimique, sont très différents des sols qu'ils traversent. Et en fait, voilà. Donc, il faut distinguer, lorsqu'on parle de matériaux, il faut distinguer les matériaux qu'on utilise à titre de génie civil et les matériaux qu'on utilise à titre de sol. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Lorsqu'on utilise des sols sur du vivant, il y a des précautions à prendre qui ne s'appliquaient pas effectivement pour les utilisations en technique routière. Et donc, les terres sont un matériau comme les autres. Vous nous avez amené des cas concrets là, très, très intéressants, parc public, golf. On les explore ? Oui, s'il vous plaît. Donc en fait, non, attendez, revenez juste en arrière, je vous dirai pour passer sur les diapositives. Non, c'est moi qui vais dire parce qu'il nous reste 5 minutes même pas. Oui, allez-y. Oui. Donc voilà. Donc en fait, on va considérer, pour les exemples que je vous présente, que la condition B et la condition C, donc environnementale et sanitaire, sont vérifiées, notamment parce qu'on vérifie les valeurs limites libératoires du guide terre excavé. Et pour l'aspect environnemental, ce sont notamment le respect de l'arrêté ISDI. Et donc, on va juste s'intéresser aux critères libératoires. Diapositive suivante, le maintien de la qualité des sols. Et donc, on va prendre un premier exemple où on a 2 sites receveurs. Un premier site receveur est un parc public en milieu urbain, avec un milieu où on est dans une zone à 90, et un autre site receveur, un golf, à la campagne, où là, le milieu est à 50. Et ça tombe bien, puisqu'on a un chantier d'infrastructure qui a généré 2 lots de terre, un à 50 et un l'autre à 90. Et donc, on va regarder ce qui est le mieux de faire. Diapositive suivante. Donc, dans un monde où il n'y a pas de critères de maintien de la qualité des sols, on pourrait se dire, finalement, vu que je suis en possession de ces 2 lots, je pourrais essayer d'avoir une gestion intelligente qui va même au-delà de la réglementation et d'orienter les terres les moins impactées vers le site le plus sensible. Et manifestement, c'est plutôt le parc public. On améliorerait ainsi la qualité des matériaux du parc public.
Sauf qu'avec le critère de maintien de la qualité des sols, diapositive suivante, avec le critère de maintien de la qualité des sols, ce n'est plus possible. Si l'on souhaite toujours valoriser ces de l'eau, on va être obligé de conduire les terres les plus impactées vers le site qu'on a considéré initialement comme le plus sensible. Alors, ce n'est pas gênant, puisque ces matériaux vont être recouverts. On respecte la condition sanitaire, encore une fois, mais on aurait pu avoir une gestion plus intelligente, me semble-t-il. Diapositive suivante. Cas numéro 2, donc là on va prendre 2 sites receveurs identiques. On a besoin de terre pour faire une substitution sous un bâtiment que l'on est en train de construire, donc il y a un chantier au nord, et ça tombe bien parce qu'il y a également un site producteur au nord de terre, et il y a un chantier au sud qui pourrait être également alimenté par un autre site producteur proche. Par contre, les chantiers du nord et du sud sont relativement distants. Et donc on va regarder ce qu'on pourrait faire de plus intelligent. Diapositive suivante. Donc, dans un monde sans critères de maintien de la qualité des sols, on pourrait naturellement amener les terres vers les sites les plus proches pour limiter les distances de transport. Diapositive suivante. Sauf que voilà, si on intègre le critère de maintien de la qualité des sols, ce n'est plus possible et on est obligé d'amener les terres du nord vers les chantiers du sud et les terres du sud vers les chantiers du nord. Alors, on pourrait se dire, effectivement, c'est une nuisance, mais elle est nécessaire. Parce que, diapositive suivante, ce qu'on a cherché à interdire, c'est ça, c'est-à-dire de mettre finalement des matériaux qui, à 90, au milieu de terres qui n'étaient qu'à 50. Très bien. Sauf que moi, je ne suis pas certain qu'on a réussi à éviter cela. Diapositive suivante. Puisqu'en fait, en simplifiant le problème tridimensionnel à un simple problème bidimensionnel et en regardant uniquement les concentrations qu'on a dans les remblais de surface, en l'occurrence un remblai anthropique, en fait, on s'est dit c'est un milieu à 90, sauf que le lieu où on valorise les terres ne sont pas du tout à ce niveau-là, et donc on met des terres à 90 au contact de terres à 50. Donc on n'a rien évité du tout, si ce n'est de mettre des camions sur les routes. Troisième exemple. On va revenir à votre golf. Voilà. Si on reprend le golf, je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, vu que la concentration en éléments est dépassée le fond pédogéochimique, vous ne pouviez pas réaliser votre golf. Mais en vous disant cela, je vous mentais. Diapositive suivante. Parce qu'en fait, vous pouvez tout bonnement déposer un dossier d'autorisation d'exploiter une ISDI à votre DREAL, mettre en œuvre ces matériaux qui, rappelez-vous, respectent la condition B qui était adossée au respect du référentiel ISDI. Donc vous avez tout à fait le droit de faire cela. Vous prévoyez, c'est même une obligation de votre part, de prévoir un réaménagement de cette installation de stockage en fin d'exploitation. Donc vous prévoyez de faire un golf et donc vous le réalisez. Donc finalement, on peut arriver exactement au même résultat sans ce critère de maintien des qualités des sols en utilisant la législation. Tout simplement parce que cette législation n'intègre pas. Le critère de maintien de la qualité des sols est un critère qui vient du monde des sites et sols pollués et il est orthogonal parfois à la réglementation sur les déchets. Donc en fait, on n'évite rien du tout. Diapositive suivante, dernier cas. Je vous avais dit tout à l'heure, on revient à notre bâtiment, on a cherché à éviter cela, donc à mettre des terres en contact avec des fonds, des concentrations supérieures au fond pédogéochimique. Très bien. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment T, si on ne peut pas faire ça, et s'il n'existe pas d'autres terres qui respectent ce fond, est-ce que vous pensez qu'on va arrêter le chantier de bâtiment et on va le retarder? Non. Diapositive suivante. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des bétons de démolition, on va aller chercher des laitiers sidérurgiques ou même des matériaux primaires pour réaliser cette substitution. Et pour les deux premiers, c'est à peu près certain qu'on dépassera le fond pédogéochimique. Pour le dernier, ce n'est pas certain du tout, mais vu que c'est un critère qu'on ne vérifie pas, on ne peut pas non plus l'assurer. Tout simplement parce que lorsqu'on est dans une logique de construction, on s'intéresse effectivement aux émissions, aux cibles O et aux cibles R, mais on ne s'est jamais intéressé. Au niveau européen, il n'y a aucun travaux sur ce sujet-là à maintenir la qualité du matériau qu'on utilise. Ouais. Encore une fois, ce n'est pas un sol, c'est un matériau de construction. Ouais. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Diapositive suivante. C'est qu'en fait, moi, je ne remets absolument pas en cause la logique de ce critère-là, et je pense qu'elle est nécessaire dans certains cas. Sauf qu'en fait, il faut considérer qu'il y a une logique lorsqu'on le prend isolément. Lorsqu'on commence à essayer de l'intégrer dans le paysage réglementaire, normatif et méthodologique existant lié au monde des déchets, en fait, on aboutit à des incohérences. Des incohérences parce que sans ce critère,
on voit que souvent, on pourrait faire sensiblement mieux. Et ça, je vous renvoie au cas numéro 1 et 2 que je vous ai exposé. Et qu'avec ce critère, la législation permet tout de même de faire ça. Et là, je vous renvoie au cas numéro 3 et 4. Donc, en fait, je pense qu'il convient de réinterroger ce critère, encore une fois, en revenant aux fondamentaux. Quel risque cherche-t-on à prévenir? Et là, je crois qu'on est à peu près tous d'accord autour de la table pour savoir quel risque on cherche à prévenir. Mais ensuite, voir si ce risque est le même, quel que soit les usages en aménagement. À mon avis, lorsqu'on utilise des matériaux sous un ouvrage routier, sous un bâtiment, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on fait un golf avec ou un parc public avec. Donc, en fait, actuellement, ce critère s'applique de la même manière dans tous les cas. Je pense que c'est une erreur. Et n'existe-t-il pas d'autres moyens moins imparfaits de prévenir ce risque? Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on cherche à cadrer un risque, il faut qu'on s'intéresse au risque qu'on cherche à cadrer et pas à l'endroit où on va mettre les terres. Je pense que c'est gênant en fait d'autoriser que sur des sites qui sont à 90, on puisse mettre des terres à 90, alors que peut-être ça serait préférable d'en mettre des terres à 50. Donc quelque part, je pense qu'il faut complètement revisiter parce que les acteurs, ça c'est une certitude, mon passage au ministère me l'a appris, c'est qu'une réglementation, si on souhaite qu'elle soit bien appliquée, il faut déjà qu'elle soit bien comprise. Et pour qu'elle soit bien comprise, il faut qu'elle soit logique et cohérente, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de cela. Donc au final, voilà, je ne souhaite pas remettre en question ce critère. Je trouve que les travaux de GeoBAPA sont très intéressants et c'est vraiment pas une critique vis-à-vis de ces travaux que je souhaite faire, c'est plutôt l'outil que GeoBAPA est censé servir qui est en partie bancal et qui mériterait d'être affiné. Je vous remercie de votre attention et je peux poursuivre. C'était CQFD, hein, une super démonstration, merci beaucoup. Alors, question d'un anxieux là, du public qui vous dit on a vécu des décennies avec un désert de référentiels, il y avait peu de référentiels qui existaient, là maintenant il en arrive de partout, il va falloir avoir une cohérence d'ensemble, comment faire? Eh ben, justement, moi je partage tout à fait cela, et en fait, globalement, en fait, il faut distinguer, parce que autant le critère, la condition B et C, environnementale et sanitaire, elle est vraiment liée à l'usage que l'on souhaite faire au moment donné. Et donc ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, on est tout à fait d'accord. La condition A, sur le critère de maintien de la qualité des sols, en fait, c'est un autre sujet. C'est de se dire, OK, aujourd'hui, je vais utiliser mon site pour tel usage. Mais est-ce qu'il ne serait pas intelligent de mettre une réserve sur sa qualité pour pouvoir permettre d'éviter à les enlever pour si demain je veux avoir un autre usage. Très bien. Mais dans ce cas-là, on sent bien qu'il faut restreindre le périmètre de ce critère-là. Si je dois faire un parking, si je fais un parking, par exemple, je réalise un parking au sein d'un aménagement, quel est l'intérêt d'appliquer un critère de maintien de la qualité des sols, alors que je sais que si demain je veux le remplacer par un parc public, la première chose que je vais devoir faire, c'est déconstruire ce parking-là. Et donc enlever les matériaux. Alors pourquoi est-il utile d'imposer un critère sur les matériaux qui vont être enlevés lorsque je vais faire un parc public? L'intérêt, ça serait plutôt de fixer des critères sur les matériaux que je vais devoir amener lorsque j'aurai démonté mon parking et pour réaliser le parc. Différentes pratiques pour le même résultat, quoi. Non, en fait, il faut mettre la contrainte au bon niveau. Parce qu'en fait, on parle d'économie circulaire, j'en ai juste pour 30 secondes. Non, on n'a plus le temps. Je voudrais faire réagir. Économie circulaire, on en parle dans quelques instants avec Emmanuel Cazeneuve. Juste nos deux témoins là sur le plateau. Vous avez un commentaire, une remarque? J'adore la démonstration là. Hein. Oui, la remarque qu'on peut faire, c'est qu'on est tous d'accord ici pour préserver les ressources et en effet prévenir des choses durables. Immédiatement, il faut aussi bien évidemment intégrer les usages à cela et faire correspondre, faire collaborer, on va dire,
le volet sanitaire et le développement durable. C'est vrai que là, on ne peut pas se permettre de stocker sur des territoires donnés des matériaux à des concentrations qui n'ont pas de sens. Par contre, si ça en a, en effet, il faut ouvrir un petit peu le débat de façon un petit peu plus large et considérer aussi l'impact écosystémique durable, bilan carbone. Et c'est vrai que la problématique qui a été soulevée, c'est que en fonction de sa sensibilité, de son cœur de métier, on a tendance à s'attacher à des dogmes qu'on doit un petit peu exploser aujourd'hui. C'est toute la thématique du développement durable, c'est cette prise de recul et cette capacité à fédérer les expertises et ne pas regarder les choses selon son simple prisme. Bien sûr, zoomer, dézoomer sans arrêt. Et vous ? Oui, le débat est ouvert. Et nous, si je me concentre sur le projet du Grand Paris Express et les problématiques de valorisation qu'on peut rencontrer, on se rend compte que la pratique, elle n'est pas forcément courante. Et du coup, il y a une certaine crainte du fait que les terres qu'on va extraire sont naturellement marquées, soit, mais peuvent être revalorisées sur des sites sans pour autant porter atteinte à l'environnement et bien sûr polluer un site qui ne l'était pas, mais avec des matériaux qui... la crainte de la maîtrise d'ouvrage est là, c'est d'emmener des matériaux qui ont des concentrations naturelles élevées, mais qui ne vont pas forcément polluer un terrain si on revalorise par la suite. Un grand merci à vous, merci à nos intervenants. Bonne chance pour vos projets.